Je suis historiquement membre et coordinateur de structures de raccrochage qui étaient des structures expérimentales et innovantes dans les années 2000, qui se sont créées, type micro-lycée. Et puis, actuellement, donc, je suis intervenant en formation initiale et continue, et puis rattaché à un observatoire universitaire, alors incompréhensible, enfin imprononçable, OUIEP, voilà. Observatoire universitaire international éducation et prévention, avec une fonction qui est de faire le lien entre de nouveaux objets pour l'école, qu'on appelle les nouvelles problématiques éducatives. L'école est confrontée à de nouveaux objets qui apparaissent, qui sont le décrochage par exemple, qui sont le climat scolaire, qui sont la lutte contre le harcèlement ou les discriminations. Et donc mon objet à moi, c'est de faire le lien entre ces recherches-là, avec les universitaires et les chercheurs qui y travaillent, et la formation. Comment imaginer de nouvelles formations pour de nouvelles problématiques, comment adapter ces nouveaux enjeux pour l'école. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux, mais ce sont des problématiques nouvelles. Et donc imaginer des modalités d'accompagnement, de suivi, de formation des équipes qui peuvent répondre, qui peuvent aider les équipes à répondre à ce nouveaux enjeux. Voilà. Et puis, donc, chargé de mission pour le DRDIE, d'accompagnement des structures expérimentales de raccrochage, de retour à l'école plus exactement, qui sont en train de se développer actuellement. Voilà. Alors l'objet de mon intervention, ça va être de présenter un peu quelles sont des grandes tendances, des grandes lignes, des nouveaux établissements qu'on appelle alors actuellement innovants, qui des fois ont été appelés expérimentaux, qui des fois ont été appelés alternatives, montrer comment ils s'inscrivent dans une histoire, mais je ne vais pas faire une approche historique ou l'histoire des institutions. Juste, je vais le représenter un peu le cadre, mais surtout l'objet, ça va être de présenter un peu des traits communs, des axes communs de travail de ces établissements, pour en avoir rencontré, puis pour avoir interviewé des responsables de ces structures, pour voir un peu quels sont les grands axes sur lesquels ils travaillent, et à quelles conditions ça peut fonctionner, ça marche, et pourquoi on peut considérer qu'ils sont structurellement innovants, et pas seulement, et je dis qu'il n'y a rien de péjoratif dans mon seulement, en situation de développer à un moment donné des expérimentations sur un point. Donc c'est l'aspect global qui va m'intéresser. Juste pour dire que ces structures-là, elles s'inscrivent dans une histoire un peu plus longue, qui est celle des établissements alors alternatifs. Dans les années 80, il y a des lycées alternatifs qui se sont créés, qui se définissaient comme tels, alternatives à l'école. Les lycées autogérés, par exemple, il en reste 4 ou 5 de ces structures-là, enfin 4 plus exactement. Il y a eu aussi à une époque, on s'en souvient peut-être plus, mais des lycées pilotes qui existaient dans l'éducation nationale. Il y avait 6 lycées pilotes qui ont perdu cette appellation autour des années 80, de façon différente en fonction des structures. Et puis, il y a eu aussi des structures innovantes, comme des structures de raccrochage, mais pas que, des collèges aussi innovants ou expérimentaux. Dans les années 2000, c'est la vague des micro-lycées, c'est Clistène par exemple, qui se sont créés à ce moment-là. L'idée, c'est que donc ces nouveaux établissements qu'on appelle nouvelle vague, enfin qu'on va définir comme ça, c'est une appellation comme une autre, elle s'inscrit dans cette tension qu'il y a toujours eu dans le système éducatif entre créer des pôles d'innovation en espérant que ça fasse tache d'huile, comme on dit, que ça essaime autour, et puis se dire que l'innovation, elle est présente dans l'ensemble des établissements à tout moment, et que donc il n'y a pas de prérogative particulière à l'innovation, mais que c'est un enjeu pour l'ensemble du système. L'article 34 de 2005, si je ne m'abuse, a été dans ce sens-là, enfin, il s'est transformé depuis en L401, mais il y avait cette idée de qui est innovant, à tel point que certains des établissements qui étaient historiquement innovants, il leur a été dit mais vous n'avez plus de spécificité puisque maintenant tous les établissements en France sont innovants. Voilà. C'est pas forcément si simple, ça peut être un peu compliqué. Et puis depuis quelques années, se redéveloppent donc des lycées ou des collèges qui s'articulent effectivement autour de cette idée d'être expérimentaux, d'être innovants, et donc d'avoir une spécificité autour de ces enjeux-là. Alors, j'en cite quelques-uns, mais ce n'est pas une liste exhaustive. C'est le lycée innovant du Bourget, par exemple, qui s'est créé autour de cette idée d'accueillir différemment des lycéens, alors issus aussi d'une équipe de structure de raccrochage, mais accueillir différemment des lycéens pour préparer au baccalauréat dans un lycée de secteur. C'est le collège innovant Pierre-Emmanuel de Pau, qui a ouvert avec un internat, qui a ouvert il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Et le Collège international de Noisy-le-Grand. Voilà, ce sont quelques exemples, d'autres peuvent exister. Je n'ai pas une vision nationale de ce type de structure, d'autres sont en projet, voilà. Mais quelques établissements en France sont en train de se définir comme innovants et revendiquent cette innovation avec une particularité, c'est que leur assise institutionnelle n'est plus la même que précédemment. Si on prend les modèles des années 80 et presque des années 2000,
L'idée, c'était des structures qui se créaient pas... Voilà, 80, on se construisait presque contre l'institution. On va montrer à l'institution ce qu'on peut faire de différent. Voilà. Les structures des années 2000 se sont construites autour de l'AVEC. On va construire avec l'institution des structures différentes. Et puis, ces structures-là, moi je dirais qu'elles se construisent ensemble. C'est en ça que leur assise institutionnelle est différente, c'est qu'ils sont dans un ensemble, c'est-à-dire qu'ils se construisent réellement avec un soutien, avec une participation des autorités rectorales ou des autorités nationales. Elles ne se construisent pas contre, elles se construisent avec et elles se construisent ensemble. Donc on est dans un autre schéma d'assise institutionnelle qui a des avantages en termes de, on le verra, en termes de diffusion, de reconnaissance, de ressources, mais qui ne repose pas sur cette idée initiale qui était une équipe se regroupe, imagine un projet, le rend opérationnel et va le mettre en place et le faire vivre. Là, on est sur une portance initiale qui est effectivement partagée. Voilà, on est passé de cette vieille définition d'innovation qui était des désobéissances qui ont réussi, voilà, c'était l'objet, à quelque chose qui est plus accompagné et plus construit dans cette dynamique-là. Je constate un fait, je ne porte pas de jugement, on pourra en discuter si vous le souhaitez derrière. L'idée, c'est entre ces structures-là, il y a des approches éducatives et pédagogiques qui sont communes. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes. Ça veut dire que ce sont les mêmes axes qui sont réfléchis et tirés, avec plus ou moins de prégnance et de poids en fonction de la structure, en fonction aussi du local. C'est-à-dire que les réponses vont être différentes en fonction de l'inscription dans des contextes locaux, et ça c'est peut-être aussi une particularité intéressante, c'est-à-dire que les contextes locaux sont réellement pris en compte dans ces structures-là et amènent des propositions pédagogiques particulières. L'idée, c'est bien garder les objectifs finaux et généraux de l'école, mais trouver des chemins différents pour y mener, en tenant compte des réalités. Ce en quoi vous allez me dire, c'est a priori une demande pour chaque établissement en France, ce n'est pas quelque chose de particulier. Et on va voir que peut-être certains aspects de ces établissements-là en font des objets spécifiques. Donc, pas de réponse identique, néanmoins, et c'est ce qu'on va voir là, des axes pédagogiques et éducatifs qui sont adaptés et qui sont ce sont des mêmes réflexions tirées dans ces établissements-là, là encore avec des degrés divers. Premier point qui ressort en rencontrant ces équipes et en discutant avec elles, c'est le travail sur les rythmes et les temps. Cette idée que cette contrainte du temps, qui est une contrainte inélastique, on ne peut pas y faire grand-chose, peut effectivement être une ressource à un moment donné et en faire un levier pour la prise en charge des élèves. Ça veut dire qu'on réfléchir aussi à ce cadre historique qui est contraint, les 55 minutes du temps de cours, c'est une idée, l'année scolaire telle qu'elle est conçue en semestre, en trimestre justement, et non pas en semestre par exemple, l'organisation du temps des enseignants. Tous ces éléments-là sont de nouveau réfléchis, questionnés et mis en regard du projet. Donc c'est une des vaches sacrées qui va être traquée dans ces établissements-là, c'est effectivement ce cadre horaire et calendaire fixé initialement pour essayer de trouver comment en faire aussi une ressource. Ça veut dire aménager les rythmes, et même parfois physiologiques, des temps de détente intégrés, des temps de réflexion, des temps zen, comme ça a été dit à certains endroits, pour essayer de poser les élèves. Cette idée que peut-être il vaut mieux des fois, a priori, perdre du temps de classe pour gagner du temps d'attention. Et donc casser aussi ces rythmes habituels, ce qui permet aussi d'avoir d'autres types de relations aux adultes à ces moments-là. C'est aussi imaginer, alors là on est dans des formes de tabous, peut-être dans notre institution, en tout cas pour certains d'entre nous, imaginer des formes d'annualisation du temps. Peut-être que l'élève n'est pas linéaire du 1er septembre au 4 juillet et que peut-être qu'imaginer des moments d'accélération, des moments de frein, des moments où on appuie sur quelque chose. Ce sont des semaines qui vont être à thème. Ce sont des enseignements qui peuvent se renforcer à un moment donné et qui peuvent ne pas être à un autre. C'est cette idée que le temps des professeurs va aussi être adapté aux besoins du projet pédagogique et non pas forcément l'inverse. Donc cette dimension sur le temps, elle est intéressante parce que, comme pour d'autres points d'ailleurs, quand on commence à tirer un fil, on en tire vite d'autres. Quand on se pose la question de l'heure de cours, quand on se pose la question de l'organisation, effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux et forcément ce fil-là va en amener d'autres. Mais réfléchir au partage du temps et à l'utilisation la plus opérationnelle et efficace possible dans un établissement des horaires, des temps, des rythmes, je pense que c'est un point important qui va effectivement marquer ces établissements. Deuxième point, le terme de l'évaluation pour faire progresser. Alors évidemment, l'évaluation comme base de progrès pour l'élève, mais aussi pour faire progresser la structure en tant que telle.
ce fil de comment on évalue les élèves, comment, même dans le cas d'un examen, comment est-ce qu'on peut évaluer différemment des élèves. Je pense aux expériences qui sont faites au Bourget autour de ça. Comment évaluer différemment, même en terminale. On peut faire des choses différentes. C'est un point qui est important, ou même en préparant le brevet, bien sûr. C'est cette idée que l'évaluation, et la notation ou pas, mais à la limite c'est encore un autre débat, va être une façon de changer aussi la relation aux élèves, bien évidemment. Le prof n'a pas le même statut quand il évalue différemment les élèves, et je ne parle pas que de la notation. Va aussi avoir un effet vers les parents. L'évaluation est un mode de communication aussi vers les parents, sous forme de notation ou pas, donc ça va tirer ce fil-là. Ça va aussi poser l'objet d'un enjeu collectif. Comment collectivement, dans un établissement, on réfléchit aux modalités d'évaluation, ce qui implique la mise en commun de ce qui est un objet extrêmement personnel, voire presque intime du professeur. J'évalue comme je veux, en toute honnêteté bien sûr et en toute bienveillance a priori, mais ça devient un objet collectif. Et donc, être amené dans un établissement à réfléchir à une modalité de l'évaluation qui soit cohérente pour l'ensemble, donc cohérente pour les élèves, cohérente pour les parents et cohérente pour l'ensemble de la communauté éducative, ça va effectivement amener à réfléchir fondamentalement le projet, être amené à lisser, à adapter, à mettre en corrélation les différentes façons de faire. Et donc c'est un fil important, et je pense aussi dans la relation aux élèves, je pense au sentiment de justice par exemple qui peut être ressenti, qui est lié aussi aux modalités d'évaluation. Donc imaginer une modalité politique cohérente d'évaluation dans un établissement, mise en œuvre par tous, avec bien sûr des décalages qui peuvent exister dans les mises en œuvre, on sait ce que sont les projets d'équipe, c'est un point important qui est vraiment mis en avant dans l'ensemble des structures. Une équipe, faire équipe, avec volontairement un S derrière, parce qu'il y a cette idée que, historiquement, les équipes des structures expérimentales ou innovantes, c'était un groupe de profs qui se réunissaient nuitamment quelque part pour imaginer un projet un peu alternatif, un peu déviant, un peu bizarre, cette fameuse désobéissance, et qui après allait le vendre auprès des autorités rectorales ou auprès du ministère ou auprès des autorités de tutelle type région ou conseil départemental. Là, c'est des équipes qui se constituent autour du faire ensemble et pas seulement dans la conception du projet. Mais ça veut dire qu'il faut rendre la portance du projet effective par tous. Et donc, on est sur une logique de partage dans l'action et pas seulement dans la conception. Et donc, ça va être quelles actions on mène et comment on va les mener, ce qui va impliquer effectivement une posture particulière des personnels de direction, ça je vais y revenir, et une logique d'équipe qui n'est pas seulement prendre des décisions, mais chercher des solutions. Je voudrais juste citer comme exemple pour expliquer cette idée-là, vous avez dans Entre les murs, vous avez une scène où il y a des parents d'élèves, des enseignants et le chef d'établissement qui réfléchissent pour savoir si on met un permis à points dans l'établissement. Voilà. Et la question c'est, est-ce qu'on met ou pas un permis à points ? Voilà. Donc à partir de quand on perd 2 points, est-ce qu'on rajoute des points quand ça se passe bien ? Voilà une discussion qu'on peut rencontrer dans une commission permanente traditionnelle. L'objet, c'est de prendre la décision sur le permis à points. Ce n'est pas de chercher une solution pour la gestion de la sanction ou la gestion des élèves dans l'établissement. Et bien, ces établissements-là ont une particularité, c'est qu'ils sont, le collectif, cette collégialité, elle a pour fonction de rechercher des solutions et pas seulement de prendre des décisions. Et ça change effectivement la donne, parce que ça veut dire que les notions de vote, par exemple, ont moins de sens qu'ailleurs, par exemple, et que la prise de décision va se faire par une forme de consensus, puisque l'objectif, c'est de trouver la meilleure solution possible pour les élèves, et pas seulement de trancher. Donc on sort d'une logique, d'une modalité de gouvernance à une modalité d'action dans les équipes. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Et autre point aussi qui a été signalé, en particulier au Collège international, c'est l'intégration de l'ensemble des personnels de cette équipe, et pas seulement les membres de l'équipe éducative, mais aussi les membres du reste de l'établissement, qui sont liés à l'intendance, qui sont liés à l'entretien. Donc on a cette dimension-là qui est importante, l'idée qu'il y a un groupe adulte, avec des fonctions différentes et des hiérarchies, bien évidemment, qui gère aussi un groupe d'enfants. Décloisonné et partagé, il y a bien sûr l'idée du décloisonnement disciplinaire, en tant que tel, il y a cette idée qu'on doit pouvoir décloisonner les savoirs, les connaissances et les approches par compétences des élèves. Ça, c'est un premier point, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi décloisonner ces espaces professionnels. C'est-à-dire à partir de quel moment un CPE il est à même aussi de donner son avis sur ce qui se passe dans les classes. Et inversement, comment est-ce que des collègues peuvent aussi, enfin des collègues enseignants, peuvent aussi être amenés à donner leur avis sur ce qui se passe en termes de vie scolaire. C'est-à-dire cette idée de décloisonner les espaces professionnels. On ne peut pas, c'est passer du
partage des tâches à une logique de partager ensemble le travail à faire. Et là, je pense qu'on est sur une autre dimension qui est importante. Et donc, on revient à cette idée de co-construction de réponses adaptées. Et là encore, ça va donner un statut particulier au chef d'établissement dans sa logique d'accompagnement de l'équipe, de construction du projet, d'accompagnement du projet. Parce qu'il va y avoir en même temps ces tensions, en même temps ces ouvertures et ce partage. Et c'est vrai que nous sommes plutôt, je me mets du côté des enseignants, dans une logique de travailler porte fermée. Là, on est sur des logiques de travailler porte ouverte, avec parfois aussi, il arrive que des collègues interviennent, donc cette co-intervention qui est souvent assez tendue et qui est souvent complexe dans les équipes, elle apparaît. Mais c'est aussi cette idée d'intervenir au-delà ou en dehors de son champ d'intervention traditionnelle, ce qui va effectivement être une autre façon de concevoir et l'élève et l'importance du projet. Donc vous voyez, en lien avec cette idée de faire équipe, il y a cette idée de on fait équipe parce qu'on partage un même projet et on est dans une co-construction permanente pour trouver les réponses les plus adaptées possibles. Condition nécessaire et qu'on retrouve dans ces établissements, c'est d'être accompagné. On ne peut pas demander à des équipes d'être dans des formes d'expérimentation, dans des formes de déstabilisation permanente. Le vélo, il ne va pas tout seul sur la route, c'est compliqué, ça bascule à gauche, ça bascule à droite, il y a du vent, c'est compliqué, ces histoires-là. Et donc, elles se doivent d'avoir des temps d'accompagnement qui existent, d'avoir des regards extérieurs pour se poser et être accompagné dans sa réflexion. Un projet complexe, confronté au quotidien à la présence des élèves et donc à une obligation de réussite, en tout cas d'efficience, se doit d'avoir des formes de suivi, d'accompagnement qui existent, qui peuvent être de formes diverses, ces suivis d'accompagnement. Ça peut être effectivement des chercheurs qui, à certains moments, interviennent. Ça peut être des ressources rectorales. Je pense à la CARDI, par exemple, sur l'Académie de Créteil. C'est aussi d'autres missions du rectorat qui peuvent intervenir. Ça peut être aussi se mettre en lien avec d'autres établissements qui vont aussi être présents. Mais cette idée qu'on n'est pas seul face à ça, il faut un ami critique, il faut un tiers bienveillant, et il faut avoir du temps pour prendre du recul, des temps qui soient aussi formalisés, si je reviens sur ces temps-là. C'est aussi intégrer dans les temps des élèves, mais aussi des enseignants, ces temps de réflexion, de mise en commun, de poser. C'est pas de la machine à café. C'est des temps qui sont vraiment posés. Et donc ces temps d'accompagnement, ces temps d'extérieur où on peut réellement se poser avec un regard extérieur, ce sont des temps qui sont fondamentaux pour que l'équipe respire et puis qu'elle puisse continuer à progresser. Aucune équipe n'est omnisciente quand elle regarde ce qui se passe au quotidien. Il lui faut ce temps d'élévation, de retour, avec plein de formes différentes d'accompagnement qui peuvent exister, avec plein de types de professionnels différents. Et je pense que cette formalisation-là, cette s'avère, en tout cas pour les équipes nécessaires. Et puis, c'est aussi l'idée que ces équipes-là sont associées à l'évaluation structurelle de ces structures. Ce qui veut dire que là encore, l'évaluation n'est pas surplombante, n'arrive pas de l'extérieur, quelle que soit sa bienveillance, mais qu'on est bien dans une logique où cette évaluation va se faire aussi avec la participation des acteurs, de la construction des indicateurs, en lien avec les objectifs, et intervenir aussi dans les protocoles. Donc vous voyez bien cette idée que l'accompagnement, c'est un moyen de faire, de continuer à faire, et d'ajuster en permanence sur les projets. Et ça, c'est un point qui est... Et posséder ça aussi de la part des équipes, là encore en lien avec les chefs d'établissement qui jouent un rôle important, ça provoque bien une autre posture professionnelle et une autre logique dans le projet. De ces éléments-là, de nouvelles synergies émergent, de cette cohérence. Si on prend chacun de ces axes, on pourrait dire que finalement, ils sont présents dans beaucoup d'établissements. Voilà. Là, ce qui va se passer de particulier, c'est que ces synergies vont se mettre en œuvre et être réfléchies en commun. Et donc, synergie, au sens, on l'utilise en économie, si je reprends ma casquette de professeur de sciences économiques et sociales, c'est lié de 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire le tout est supérieur à la somme des parties. Et bien, effectivement, on est bien là-dessus, c'est-à-dire que parce qu'il y a cette coportance collective, parce qu'il y a des axes précis de travail qui sont définis, parce qu'il y a cette logique d'être suivi et accompagné, alors l'innovation et la mise en place de nouveaux projets se fait de façon beaucoup plus profonde que dans d'autres endroits, parce qu'on ne tire pas des fils séparément, mais on tire tous ensemble dans un même cadre, et donc on crée une architecture plutôt que d'être dans la rénovation de chaque pièce, si je prenais cette image-là. D'accord ? Bien sûr, j'y reviens, de nouvelles formes de gouvernance et un rôle central chez l'établissement, c'est cette idée que les hiérarchies sont aussi des partenaires et ne sont plus seulement des hiérarchies.
Et que donc, réellement, dans ces établissements-là, avec des limites sans doute, hein, les responsabilités hiérarchiques, les chefs d'établissement, l'équipe de direction devient un partenaire du projet avec sa place, avec son rôle, avec son statut, ça c'est fondamental, mais a un statut particulier d'accompagnement lui-même de l'équipe, de suivi de l'équipe et de mise en travail de l'équipe, au même titre que d'autres, bien sûr, même si avec des particularités qui sont dedans. Mais là, ça va demander des gestes professionnels de la part des chefs de direction, des personnels de direction qui sont tout de même particuliers, bien sûr. Et puis, ce sont des projets en mouvement. Ça veut dire qu'ils sont, par définition, puisqu'ils sont co-construits, par définition, puisqu'ils sont en imagination, et puisqu'on suscite cette imagination et ce développement en permanence par l'accompagnement et puis par la structure qui a été mise en place, ils sont en mouvement permanent. Ils sont en réinvention permanente, qui est une source de richesse, mais aussi une vraie source de déséquilibre. Quand est-ce qu'elles se posent, ces équipes aussi, ou est-ce qu'on est dans l'injonction innovatrice, innover, 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 qui peut être une forme d'injonction paradoxale et qui peut poser d'autres questions. Point important aussi, ce sont ces structures ouvertes qui diffusent, c'est-à-dire qu'elles, j'allais dire, dans leur code génétique initial, il y a cette idée qu'elles ne sont pas des bulles, ce qui a été reproché d'ailleurs aux établissements expérimentaux des années 80 et même des années 2000. Ce ne sont pas des bulles fermées, ce ne sont pas des espaces parfaits d'innovation parfaite, mais toutes choses égales par ailleurs dans notre laboratoire. On est bien sur cette idée qu'elles ont un devoir d'innovation, de diffusion, par l'accueil de nouveaux personnels, parce que là on n'a pas parlé de la façon dont se constituent les équipes, mais c'est un point important, de nouveaux personnels les rejoignent, et donc il y a cette idée que... Et puis d'autres partent, donc ils partent avec des graines, sans doute. Et donc il y a cette idée que comment est-ce qu'effectivement on va accueillir de nouveaux personnels et comment donc les formater, c'est un peu violent, mais en tout cas les socialiser à ce projet-là pour qu'ils puissent rentrer dedans, ça c'est un point important. Et puis c'est aussi l'idée que ce sont des lieux qui sont ouverts sur l'extérieur, des gens viennent voir, participent. Ça c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir cette osmose avec le milieu éducatif qui entoure, et puis d'intervention aussi, sous forme de formation, en tant que formateur, en tant que participant à différents projets. Donc, c'est cette idée que ce ne sont pas des expériences closes, ce sont des expériences implantées en plein champ, on pourrait le dire comme ça, et donc qui ont pour vertu de faire des rhizomes autour, pas seulement sous forme de nouvelles plantes, qui seraient de nouveaux établissements, mais sous forme de nouvelles idées, de nouvelles pousses qui vont effectivement se développer, parce que des personnels en viennent et en partent, donc qui ont vu des choses, parce que d'autres y arrivent et se forment, parce qu'ils interviennent en formation, parce qu'ils ouvrent vers l'extérieur aussi, qu'il y a des formes de communication importantes, et puis qui sont sollicités aussi, et ça fait partie de leur demande initiale. Et donc, ils sont, ces établissements-là, des moteurs aussi du système éducatif, dans le sens où il montre qu'à un moment donné, sur certains espaces, des choses sont possibles adaptées, donc on n'est pas dans une modélisation, mais on est bien dans une... Ce qui est modélisable, c'est le schéma, et non pas les activités, mais ils rendent au système ce qui leur a été donné, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes un moteur du fonctionnement, donc on a une espèce de boucle qui se ferme, développement de structures expérimentales, innovantes. Ces structures expérimentales, à partir de là, elles sont elles-mêmes un enjeu du développement. Je n'ai aucune idée de l'impact. On va discuter de l'impact réel sur l'ensemble du système. Néanmoins, on peut voir que c'est des expériences qui marquent, dont on parle en tous les cas. Mais là, il faudra peut-être un petit peu de temps pour en parler. Mais aussi des incertitudes. Rien n'est définitivement acquis. C'est-à-dire que ce genre de projets sont comme puisqu'ils ne sont pas institués uniquement par le cadre formel et institutionnel, ils sont forcément fragiles par le fait qu'ils sont issus de personnes qui les portent. J'ai assez insisté là-dessus. Donc, évidemment, il peut y avoir des changements de personnel, il peut y avoir des évolutions dans les équipes, il peut y avoir des tensions dans les équipes. L'engagement des personnels, qui est des fois un peu au-delà du simple engagement professionnel, crée aussi des tensions. À partir du moment où il y a de l'engagement, forcément, il y a de la volonté de faire, il peut y avoir des tensions. Ça, c'est clair. Les projets se redéfinissent. Et est-ce que chacun se retrouve toujours dans la redéfinition des projets? Ça, c'est une vraie question. Et puis, là aussi, le cadre institutionnel n'est pas figé. Il y a actuellement une volonté de favoriser, de développer ce type de structure. Le cadre peut changer, peut évoluer. On avait parlé de différentes vagues. Les années 80, 82 avaient été une grande vague. Les années 2000 en ont été une, 2001, 2002. Là, il y a une nouvelle vague. On n'a pas d'éléments sur ce qu'il en sera dans les temps qui viennent, puisqu'elle s'inscrivent dans un cadre général. Donc la question va effectivement pouvoir se poser. Voilà. Je vous remercie.